Bonsoir. Détournement d'argent, consultation médicale fictive ou encore arnaque à l'assurance, la fraude coûterait chaque année à l'État environ 50 milliards d'euros. Pendant plusieurs mois, notre équipe a pu suivre les différents acteurs de la lutte contre la fraude. Police, renseignements intérieurs, douane ou encore enquêteurs de la sécurité sociale et de l'URSSAF. Vous allez voir comment ils traquent des professionnels de santé qui n'hésitent pas à facturer des centaines d'actes fictifs sur le dos de la sécurité sociale. Nous avons aussi rencontré un patron soupçonné d'avoir détourné plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, son entreprise a fait faillite et des centaines de personnes sont au chômage. Patron voyou pour les uns, victime du système pour les autres. Exceptionnellement, ce chef d'entreprise a accepté de témoigner devant nos caméras. Il dévoile un système scandaleux. Alors, qui sont ces Français qui n'ont plus peur des lois ? Comment ces fraudeurs s'organisent-ils et quels sont les moyens mis en place pour lutter contre la fraude ? Voici 90 minutes enquête, fraude, arnaque, enquête sur ces Français qui trichent pour s'en sortir. On est déboutés les gars. Usines occupées, patrons séquestrés, machines incendiées. Face aux fermetures d'entreprises et aux plans sociaux, les réactions des salariés sont de plus en plus violentes. On n'a plus d'espoir quant à l'avenir, donc à la rigueur, aujourd'hui, pour faire brûler notre seul outil de travail. Demain, on n'a plus rien, ma foi, bon, tant pis. Des gestes de désespoir et de colère face à la crise économique, pas forcément. Pour certains salariés, les responsables ce sont parfois leurs dirigeants. On ne vous laissera pas faire. On va devenir aussi voyous qu'eux. Là, ce sont des voyous, c'est tout. Face à des patrons voyous qui, pour s'enrichir, n'hésiteraient pas à détourner les fonds des entreprises et à mettre des centaines d'ouvriers au chômage, certains salariés ont décidé de se battre. Hénin-Beaumont, dans le Nord-Pas-de-Calais. Cet ancien bassin minier est la région de France la plus touchée par le chômage. Pendant plus de 10 ans, Marcel et Olivier ont travaillé dans cette usine de fabrication de valises haut de gamme. Après 23 ans d'existence, ce site de production n'est plus qu'un vaste hangar. Des milliers de mètres carrés plongés dans la pénombre et le silence. Tout est à l'abandon. C'est là-dessus que je travaillais. Il y a 2 ans, cette usine employait plus de 200 salariés. Des femmes pour la plupart, travaillant au 3-8 et payées au SMIC. Aujourd'hui, devant un registre du personnel abandonné, Marcel a du mal à contenir son émotion. Il lève là mon équipe, mes équipes. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs quand je revois ça pour me dire, c'était même l'époque héroïque puisque ça travaillait le week-end. La plupart des salariés de cette usine n'a pas retrouvé d'emploi. Une situation qui pèse sur leur famille et pour beaucoup sur leur santé. Dépression très forte dépression, pas de travail. Mais qu'est-ce qui peut vous mettre dans cet état-là ? C'est de repenser à tout ce qu'on a pu faire ensemble. Si Marcel, Olivier et leurs anciens collègues ne parviennent toujours pas à accepter la fermeture de leur usine, c'est qu'il y a une raison. Ils sont convaincus d'avoir été escroqués par leurs anciens dirigeants. C'est même pas des patrons, c'est carrément des voyous. Les 2 anciens patrons de l'entreprise, ce sont eux. Si vous coupez votre caméra, ça va aller. Hein ? Jean-Jacques Aurel est l'ancien PDG. Vous voulez pas m'accorder une interview, M. Goulecker ? Et Jean-Michel Goulecker, son bras droit. Aujourd'hui, la justice les soupçonne d'avoir détourné l'argent de l'entreprise et d'avoir provoqué volontairement la faillite de l'usine. C'est bon, merci. Quelles sont les vraies raisons de la fermeture de l'usine ? Pourquoi les 2 anciens dirigeants sont-ils accusés d'avoir vidé les caisses ? Pour la première fois devant notre caméra, ils ont accepté de répondre aux accusations. J'ai jamais été condamné par la justice, moi. Jamais. Quand vous arrivez dans un truc pareil, alors là, il n'y a pas de justice du tout. Hein. Ça, il faut le savoir. On s'est donné ici à 100%. Et maintenant, on nous a lâchés et on nous a trahis. À un moment donné, l'argent rend fou. Les salariés, leur moyenne de salaire, c'est entre 1000 et 1200 euros, quoi. Mais là, on parle de millions. On n'est pas les premiers. Si on n'arrive pas à les arrêter, on ne sera pas les derniers. Aujourd'hui, je vous promets que je connais des salariés licenciés. Ils sont plus malheureux que ceux-là.
c'est pas les cas sociaux les pires. Nous sommes en 2005. Le marché de la valise est en chute libre. L'usine Samsonite d'Hénin-Beaumont n'est plus rentable. Pour éviter un plan de licenciement très coûteux, le groupe américain cherche des repreneurs. Aurel et Goulecker se présentent. Ils proposent de reclasser les ouvriers dans la fabrication de panneaux solaires. Le projet, c'est le solaire. On va faire du solaire. C'est dans l'air du temps. C'est magnifique de faire du solaire. Tout le monde va applaudir. On va aller vendre ce projet à l'État. On va aller vendre ce projet en sous-préfecture. On va aller vendre ce projet à la Chambre de commerce. Il y aura des articles extraordinaires sur la reconversion exceptionnelle du site. Ce projet séduit tout le monde, mais il a un coût. Pour reprendre le site, Aurel et Goulecker réclament à Samsonite près de 6 millions d'euros. Le repreneur ne veut pas mettre 1 centime d'euro dans l'affaire. Tout l'argent de la société qui va être créée est amené par Samsonite. L'usine est rebaptisée Énergie-Plast. Les salariés veulent y croire, mais au bout d'1 an et demi, le constat est amer. Ici, on est dans l'assemblage. Ici, on est dans la partie où il devait y avoir le solaire, normalement. Oui, c'est vrai. C'était la partie. C'est ici. Il devait y avoir le solaire. Jamais rien eu. On n'a jamais fait un panneau. Il était à la limite officiellement question de reconvertir l'usine, mais la réalité, il n'était pas question qu'on fasse un seul panneau. 18 mois après la reprise, l'usine n'a pas produit de panneaux solaires. Mais il y a plus grave. Il ne reste plus rien des 6 millions d'euros alloués par Samsonite. L'usine est en dépôt de bilan, incapable de payer ses fournisseurs et ses salariés. On a demandé au directeur, la paye de janvier a été assurée. Qu'en sera-t-il pour février? Il a dit, à partir de maintenant, je ne peux plus rien payer, je ne peux plus rien dépenser. Il reste strictement rien dans les caisses, 0, 0, 0. Je parle même pas des créances. En février 2007, l'usine ferme ses portes. C'est le juge qui va décider. C'est le juge qui va décider. Tu n'auras plus que des regrets. Où est passé l'argent de l'entreprise? Pour connaître la vérité, les ouvriers occupent l'usine pendant 4 mois, alertent les médias et saisissent la justice. Il faut que tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette affaire en payent les conséquences. Avril 2009. Pour les anciens ouvriers d'Hénin-Beaumont, après 2 ans de lutte, c'est le grand jour. L'audience est publique. Je crois que vous êtes les principaux concernés par cette affaire. Sur le banc des accusés, les 2 anciens dirigeants. Leurs avocats vont devoir s'expliquer sur ce qui aurait conduit cette entreprise à la faillite. Un détournement de plusieurs millions d'euros. C'est une somme extrêmement importante. C'est une somme que jamais M. Aurel n'a détournée à son profit et n'a utilisée autrement que dans ce qu'il considérait être l'intérêt social de l'entreprise. Mon client, c'est tout sauf un escroc. Mais bien sûr que c'est tout sauf un escroc, mais simplement, on a besoin d'avoir des boucs émissaires. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue? Difficile d'être entrepreneur aujourd'hui en France. Difficile. Enfin, c'est un lieu commun. Mais tous les gens qui entreprennent aujourd'hui savent qu'ils prennent un immense risque. Ils savent surtout que le risque maintenant, il devient d'ordre pénal. On peut se prendre des coups dans la gueule très très fort si ça marche pas. Jean-Michel Goulecker et Jean-Jacques Aurel avaient une usine, un projet et 200 salariés. Pourquoi n'ont-ils jamais produit un seul panneau solaire? Des panneaux solaires, vous n'en avez jamais produit un seul? Non, on n'a jamais pu en produire parce que la charge qu'on nous avait donnée pour aller jusqu'à la mutation de l'usine n'a pas été suffisante. Mais d'après ce que j'ai compris, la chaîne n'a jamais fonctionné. Elle n'a pas fonctionné. Donc, et cette usine n'a jamais produit le moindre panneau solaire. Non, tout à fait, on n'a pas eu le temps de le faire. Une simple question de temps, ce n'est pas l'avis des policiers de la brigade financière. En épluchant les comptes de l'entreprise, ils ont découvert des détournements de fonds très importants. Dans leur conclusion, les policiers estiment que 2 576 000 euros auraient été prélevés en 1 an sur la trésorerie de l'usine. Pour Jean-Jacques Aurel, cette accusation ne tient pas. On vous accuse d'avoir détourné des caisses de l'entreprise plus de 2 millions d'euros. Alors là, j'en sais... Avec ça, impossible de mener à bien le moindre projet. J'en sais quelque chose. Cette accusation, je la récuse, mais alors totalement. 2 millions d'euros, mais attendez, où ils sont les 2 millions d'euros? C'est une plaisanterie ou quoi? Écoutez, s'il vous plaît, arrêtez. Fiodor Rilov est l'avocat des salariés d'Hénin-Beaumont. Il ne croit pas aux dénégations de l'ancien dirigeant.
Ils n'ont pas produit un seul panneau photovoltaïque et ils se sont servis des fonds qui, a priori, en apparence, étaient destinés à la reconversion pour s'enrichir personnellement, à l'occasion de diverses opérations de virement, soit vers des conseils, soit vers des sociétés qui avaient été créées à l'occasion. Dès le début de la reprise en octobre 2005, les policiers identifient un premier prélèvement. Son montant, 800 000 €. Pour les deux repreneurs, cette somme aurait servi pour acheter du silicium, une matière indispensable à la fabrication des panneaux solaires. Problème, les policiers n'ont pas retrouvé de facture. On vous reproche d'avoir détourné 800 000 € et de ne fournir pendant l'audience aucun document prouvant ou facture prouvant ce que vous avez fait de cette somme, qui est quand même colossale. Mais c'est parce qu'on me l'a demandé à l'audience. Sinon, je vais les fournir, bien entendu que je vais les fournir. Mais ça fait 1 an et demi. Vous vous rendez compte? Au tribunal, il faut remonter, chercher les factures, alors que la moitié des trucs ont été foutus par la fenêtre par les ouvriers. Des ouvriers qui auraient jeté ces factures par les fenêtres. Pour Marcel, tout cela ne tient pas debout. D'autant que cet ancien cadre a retrouvé un document qui en dit long. Le projet de reconversion présenté par Jean-Jacques Aurel au moment de la reprise. On appelle ça un business plan. Un business plan qui est faux, archi faux d'ailleurs, où il n'y a pratiquement pas d'éléments, très peu d'éléments, 3 feuilles, c'est tout ce qu'il a. Combien il a pris pour ce business plan? Il a pris 1 million d'euros et il en voulait 2. 2 millions d'euros pour 2 exemplaires d'un document de 3 pages. Même pour son associé, ce montant est difficile à justifier. 2 millions. Alors que vous aviez une trésorerie de 6 millions d'euros. C'est-à-dire le tiers du budget. Colossal. C'est une escroquerie. Une escroquerie. Jean-Michel Goulecker en sourirait presque. Pour Marcel, l'ancien salarié, c'est surtout un immense gâchis qui a mis tous ses collègues sur le carreau. On a hérité dans cette affaire d'une brochette vraiment de voyous, on ne va pas dire de patron de voyous, carrément de voyous, c'est d'ailleurs le terme du procureur. Le plus consternant dans tout ça, c'est que ce que Aurel et Goulecker ont fait à Hénin-Beaumont, avec l'usine Samsonite Energy Plast, ils l'ont déjà fait quelques mois plus tôt. Montdidier, une ville du nord de la France distante d'à peine 100 km du site d'Hénin-Beaumont. Alain a travaillé pendant 15 ans dans cette usine. Il était employé par le numéro 2 mondial de la bagagerie, Delcé. J'ai passé pratiquement 30 années ici dans l'entreprise. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus y rentrer? Non. En 2005, cette entreprise employait plus de 250 ouvriers. Alain vit ici avec sa femme et ses enfants. Comme ses anciens collègues, il n'a toujours pas retrouvé d'emploi. En 2005, donc suite aux difficultés de l'entreprise, la société a été rachetée par des associés. Monsieur Goulecker, Aurel, on nous a présenté un projet qui était alléchant, quoi. Tout le monde y croyait, quoi, je veux dire. C'était quoi le projet? Le projet, c'était les panneaux solaires. Comme à Hénin-Beaumont, il y a eu beaucoup d'enthousiasme à l'arrivée des repreneurs. Mais au bout de 12 mois, là aussi, aucun panneau solaire et plus un sou en caisse. La société mère de bagages avait alloué une somme de 2 200 000 €. Cet argent-là, on ne l'a jamais vu réinvesti dans l'entreprise. Vous allez reprendre une deuxième société 100 km plus loin. Comment se fait-il que vous vous fassiez avoir comme ça 2 fois? Des panneaux solaires, vous n'en avez jamais produit un seul? C'est vrai, parce qu'on ne m'a pas laissé le temps de le faire. Un simple problème de temps pour l'ancien patron, mais pour Alain, c'est toute une vie qui bascule. J'ai des picotements dans la bouche, j'ai la mâchoire qui fait ça, je le sens. Et donc après, il faut que je me calme, il faut que je me... J'ai pas tant regardé ça, voilà. Ça, c'est le traitement que je prends, quoi, voilà. Ça, c'est des antidépresseurs, quoi. Donc, il y a des cachets pour me calmer, donc là, ça, j'en prends 4 par jour. Ça, j'en prends 3 par jour. Arrivé à un moment donné, vous broyez du noir, vous dites, ça y est, vous êtes perdu, vous dites, vous ne retrouverez plus d'emploi, et puis vous êtes à la limite de faire une bêtise, quoi. Ils ont pensé qu'à eux.
Donc l'appât du gain, c'est tout. Au total, plusieurs millions d'euros disparus, 2 usines fermées et 400 salariés au chômage. 48 ans, qu'est-ce que je vais faire? C'était grave, comme pour tout le monde, même comme pour les jeunes. Les gens qui ont fait des crédits, des coupes, tout ça dans des foyers, que ce soit aux alentours ou ailleurs, c'est grave. Où trouver du travail maintenant? Tout ferme. Il faut voir les gens comment ils ont pu être atteints. Un collègue en est mort d'ailleurs, malheureusement, et miné par cette fermeture. Je dis bien miné par cette fermeture. C'est tous les salariés licenciés. Il y en a un qui, après son licenciement, a fait une crise cardiaque. Il est mort. Il y en a une dizaine qui sont en grave dépression. Quand on va les interroger, ils pleuraient. Vu le travail qu'ils avaient fourni, ils pleuraient de ce qui leur est arrivé. Et sincèrement, vous croyez que moi, il n'y a pas de quoi pleurer aussi pour ce qui m'est arrivé? Vous avez joué avec l'argent des autres, mis des salariés sur le tapis, ça vous fait pas mal au cœur? Ça va être un petit peu bizarre, mais me concernant, j'encaisse tout. Quand je suis devant une glace, je ne me prends pas pour un salaud. Des propos chocs tenus par un homme qui assume ses actes avant d'affronter la justice. Mais quelle est sa véritable responsabilité dans toutes ces affaires? L'homme est discret, pourtant d'après les enquêteurs, ce serait lui le cerveau de l'affaire. Le procureur a dit carrément que c'est le chef d'orchestre. C'est probablement l'instigateur de tout le système. J'ai beaucoup de mal à travailler dans une relation hiérarchique. Il faut qu'à tout moment, je sois aux manettes de tout. Qui est vraiment Jean-Michel Gouleker? Patron ou voyou? Cela fait plus de 10 ans que l'homme oscille entre le monde de l'entreprise et les tribunaux. Malversation, abus de confiance, détournement, son nom figure dans de nombreux dossiers en cours. Paris, 16e arrondissement. Jean-Michel Gouleker ne semble pas à plaindre. Un 4x4 de luxe, un appartement de plus de 150 mètres carrés situé dans les beaux quartiers de la capitale, avec terrasse et vue sur la Tour Eiffel. Un homme qui s'est hissé à la tête d'une fortune, mais une fortune fragile. Est-ce que vous êtes un escroc? Non, je ne suis pas un escroc. Enfin, peut-être que juridiquement je le suis. Ce qui est intéressant dans la loi, sont les lignes jaunes. C'est ça qui est passionnant. Alors, il ne faut pas aller au-delà, mais il faut aller sur les lignes jaunes. Et vous êtes allé au-delà? Moi, je suis allé au-delà. Moi, je suis allé sur la ligne jaune volontairement, et je me suis retrouvé au-delà involontairement. Cela fait 13 ans que Jean-Michel Gouleker est poursuivi par la justice. Une instruction très longue pour une autre affaire qui a commencé en 1997. Vous voulez pas me donner une interview, M. Gouleker? À l'époque, il aurait détourné 200 millions de francs, soit 30 millions d'euros. Cette somme provenait de la trésorerie d'une dizaine d'entreprises. Elles étaient toutes au bord de la faillite. Lui était chargé de les redresser. Olivier Pardo défend aujourd'hui les victimes de cette affaire. Il avait 200 millions de francs qui étaient des sommes sur lesquelles il avait un mandat. C'était des sommes qui ne lui appartenaient pas, un peu comme un notaire chez qui on dépose de l'argent. C'était des sommes mandatées. Et ces sommes-là, il les a prises, c'est-à-dire ces 200 millions de francs, on va parler en francs parce qu'à l'époque, c'était des francs, ces 200 millions de francs qui ont disparu. Dans cette affaire, Jean-Michel Gouleker a déjà fait 19 mois de détention provisoire. Cet été, le tribunal l'a condamné à 5 ans de prison ferme. Son avocat a fait appel. J'ai été incarcéré 19 mois, j'ai été ruiné, le prix je l'ai payé, quoi. 200 millions de francs, c'est quand même colossal, quoi. Donc pourquoi jouer tout comme ça sur un coup? Moi j'étais juge d'instruction avant d'être avocat. J'avais toujours été frappé que dans les crimes de sang, vous aviez une cote qui était enquête de personnalité, enquête psychologique. On fait venir des psychiatres, des experts, parce qu'on considère que la déviance de ce point de vue-là peut être psychologique. Dans les affaires de délinquance financière, on ne fait jamais ça. Or, je vous assure qu'il y a des escroqueries, des mécanismes d'escroquerie, des logiques comme cela, comme dans Madoff, moindre degré dans cette affaire, où la psychologie est manifeste. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on ne peut plus s'arrêter. C'est comme un serial killer. Le serial killer, il ne peut plus s'empêcher de tuer. Ben, le serial escroqueur,
il peut plus s'empêcher de prendre l'argent. Il prend l'argent à tout le monde. On est comme le joueur qui veut gagner, 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 gagner encore. Cet homme d'affaires serait donc un joueur invétéré. Et avant de jouer avec l'argent des autres, il a d'ailleurs écumé les plus grands casinos. Vous avez beaucoup joué au casino. Oui. Vous avez perdu des sommes importantes? Oui. De quel ordre? C'est en francs, parce que en euros, j'ai pas eu l'occasion de jouer en euros. Mais en francs, c'était plusieurs millions. En une soirée, vous pouviez jouer combien? Presque 1 million de francs. Mais ce jeu pourrait tourner court. Paris, juin 2009. C'est aujourd'hui que doit tomber le jugement dans l'affaire des Hénin Beaumont. Marcel et ses collègues espèrent que leurs anciens patrons seront condamnés. Là, je veux dire, moi, l'angoisse, elle remonte là, actuellement parce que... Alain, l'ancien salarié de DLC, a même prévu de leur remettre un petit cadeau. Voilà la liste de... Enfin, mon ordonnance, je tiens à lui donner parce que je pense qu'il va certainement avoir besoin de la même chose que moi. Les salariés attendent beaucoup de ce jugement. Leurs patrons, eux, risquent de la prison ferme. Leurs avocats sont tendus. Jean-Michel, 3 ans dont 1 an sursis. Ça veut dire 2 ans ferme, oui, lavage, 75 000 € d'amende, 2,8 millions d'indemnisation aux parties civiles, interdiction de gérer 5 ans. Jean-Jacques, 3 ans dont 2 ans sursis, voilà. Salut Jean-Michel, au revoir. Comment il le prend, ce jugement? Comment il le prend? Visiblement, il est sonné. Il m'a répondu au lavage. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il est secoué. Effectivement, il ne pensait jamais qu'il y aurait une peine ferme, en tout cas pas de cette nature. Pratiquement toutes les réquisitions ont été suivies, à peu de choses près. Mais les 2 principaux instigateurs, c'est-à-dire Jean-Jacques Aurel et Jean-Michel Goulet-de-Coeur, prennent du ferme. Vous avez peur de retourner en prison? Oui. Bien sûr. Bien sûr. 3 ans de prison, dont 1 ferme, et puis différentes amendes. Parce que vous pouvez vous prendre des coups sur la tête, mais il arrive un moment où vous ne pouvez plus, quoi. Vous êtes condamné à rembourser ce que la justice considère comme un détournement, 2 570 000 € à peu près. Oui. Vous êtes condamné à rembourser quelque chose que vous n'avez jamais touché, que vous n'avez jamais vu. Je fais des cauchemars, et je me réveille, et c'est pas des cauchemars, c'est la réalité. Vous voyez? C'est ce que je vis là. Philippe Courroy est procureur de la République. Il connaît bien les grandes affaires financières. C'est lui qui a notamment instruit le dossier du Crédit Lyonnais. Et pour lui, les salariés licenciés ne sont pas les seuls à payer les conséquences de ces faillites frauduleuses. Ces gens qui vont se retrouver au chômage, ils vont être indemnisés. Ils vont être indemnisés par le biais de la CEDIC, éventuellement par le biais ensuite, ultérieurement du RMI. Donc vous voyez comment il y a dans la fraude un impact très clair sur la finance publique, sur la vie aussi des citoyens, sur des gens qui vont se retrouver dans des situations de précarité extrême. Les caisses de l'État font face à une autre forme de pillage. Ordonnances falsifiées, surfacturation, arrêt maladie bidon. On a du mal à chiffrer la fraude. Le volume, c'est plusieurs milliards d'euros. Plusieurs milliards d'euros? Probablement sur la fraude globale à l'assurance maladie. Pour lutter contre ces fraudes, la Sécu a mis en place des brigades spécialisées. L'inspecteur Éric Martin en fait partie. Il travaille pour la Caisse des Hauts-de-Seine. Ces dernières semaines, il a reçu plusieurs courriers anonymes. Il vise un infirmier libéral. La Caisse a reçu 2 lettres d'assurés qui, au vu des décomptes, se sont rendus compte que l'infirmier facturait systématiquement des actes tous les jours, alors qu'en réalité, ce dernier passait qu'1 fois ou 2 dans la semaine. Généralement, cela ne coûte rien à l'assuré.
c'est la Sécu qui paye intégralement ces actes fictifs. Intrigué, l'inspecteur se plonge alors dans le dossier de l'infirmier et très vite il découvre d'autres anomalies. On a le cas aussi de cet assuré qui, en fonction de la prescription du médecin traitant, prévoit un passage par jour tous les matins, y compris le week-end. Et quand on vérifie les facturations, on se rend compte que l'infirmier facture de 2 passages par jour. On a constaté aussi des surcotations, des actes facturés alors que l'assuré est hospitalisé. Cumulant par rapport à tous les assurés d'une journée, on arrivait à des moyennes horaires par jour à 35 heures 03. Il déclarait 35 heures de travail. Voilà, 35 heures de travail, ce qui est complètement impossible. 35 heures déclarées sur des journées de 24. Une sacrée performance pour un seul infirmier. Au final, le préjudice estimé serait considérable. Par rapport aux assurés ciblés, on a évalué le préjudice sur 2 ans. Et à ce jour, on évalue un préjudice à 306 000 €. Pour comprendre comment cet infirmier s'y prend pour réaliser une telle arnaque, l'inspecteur se déplace chez les patients du fraudeur. Là, je vais entendre un assuré à qui on dispense des soins infirmiers. Et nous avons remarqué dans la facturation que nous envoie le professionnel de santé des anomalies en ce qui concerne la nature des soins, la fréquence. Bonjour monsieur, je souhaitais vous rencontrer dans le cadre d'une enquête que j'effectue sur l'infirmier qui vient vous dispenser des soins. Cela fait 12 ans que ce patient est rongé par le diabète. Il est pris en charge à 100% par la Sécu. Donc il y a combien de passages par jour? 2. Un le matin, il vient le matin, comment ça s'appelle, pour lui faire ses pansements sans insuline. Alors attendez, 2 passages par jour, donc on en a un le matin. Oui. À quelle heure le matin? Oh bah, il passe entre 8 et 9 heures. Entre 8h et 9h. Ça c'est sûr. D'accord. Et le soir, donc, il y a de nouveau un passage ou pas? Pour juste l'insuline. Juste l'insuline, oui. Alors, pas de pansement le soir. Le soir, il y a un passage à quelle heure le soir? Oh bah alors là, c'est entre 19h et 20h, hein, papa, à peu près, hein, ça dépend. Entre 19h et 20h? Oui, à peu près, voilà. Il vient jamais avant 8h et jamais après 20h? Non. D'accord. Problème, l'infirmier déclare qu'il effectue des soins chaque soir après 20h. Le détail est important, il lui permet de majorer de 9 € par jour ses visites quotidiennes. C'est des soins donc concernant des pansements? Oui, oui, parce qu'il a... C'était plus grave avant, maintenant ça se... Très bien. On l'a amputé de tous les doigts de pied. D'accord. Est-ce qu'il y a une toilette? Non, bah il veut pas, mon mari. Non, il veut pas. Par pudeur, je préférais là, moi j'aime pas ça. Donc là, ça dure 10 minutes? Oui, on va dire un quart d'heure, en gros, le temps qu'il monte, qu'il descend. 15 minutes, d'accord. Pourtant, chaque jour, l'infirmier facture des soins de toilette fictifs. Montant du préjudice, 15 € par soin tous les jours de la semaine. Mais il y a encore plus grave. Il passe tous les jours ou comment ça se passe parce qu'il travaille pas Juste le samedi, il vient pas. Le samedi, il vient jamais? Non, mais c'est un monsieur noir qui vient là. Ah bon? On a eu une femme aussi, il y en a eu plusieurs, parce qu'il n'arrive pas à trouver des gens sérieux. Cet infirmier se ferait donc remplacer plusieurs fois par semaine. Pour Éric Martin de la Sécu, c'est un témoignage clé. Et elle aussi, c'est pareil, elle passait après 8h le matin? Pareil, à peu près. Et avant 20h le soir? Elle venait pas le soir, entre autres, elle venait pas le soir. Ah bon? Le samedi soir, elle venait pas? Non. D'accord. Merci monsieur Henriot. Merci. Bien, au revoir. Premier étage, c'est ça? Merci. Au total, l'inspecteur a interrogé une vingtaine de patients. Tous confirment l'existence de ces remplaçants non déclarés. Sur pratiquement l'ensemble des assurés rencontrés, des anomalies répétées et graves ont été constatées. Une anomalie assez grave, c'est que le samedi, l'infirmier libéral ne passait jamais. Et quelquefois, il était remplacé par une dame. Nous avons recherché dans nos fichiers au niveau des infirmiers libéraux si elle était répertoriée et là, on ne la trouve pas. On peut penser que c'est quelqu'un qui n'avait pas les diplômes requis pour effectuer ce type de travail. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. L'inspecteur de la Sécu s'apprête à entendre l'infirmier soupçonné de fraude. L'homme gagne en moyenne 3 fois plus que ses collègues. C'est justement ce qui intrigue l'inspecteur. Alors, je souhaitais vous rencontrer pour avoir un petit peu des explications sur le contrôle qu'on a effectué sur votre activité au cours donc, de ces 2 dernières années. Oui. On a remarqué des anomalies graves. L'inspecteur entre dans le vif du sujet. Il lui demande de s'expliquer sur ses factures de soins,
délivré à un assuré alors qu'il était hospitalisé. Il a été hospitalisé du 26 janvier au 9 février. Donc le 7 février, c'est impossible que vous soyez passé. Mais bien sûr. C'est pas possible, c'est monsieur. Monsieur, ça c'est pas possible. L'assuré, c'est bien l'assuré en question. Hein. C'est pas possible, mais c'est la réalité. Vous vous rendez compte quand même quand on non, mais là, monsieur, quand on voit ça, non mais je comprends bien, monsieur, mais la je caisse vous assure, peut pas monsieur, je accepter comprends très cet bien, agissement. mais je peux vous assurer que je fais hyper gaffe à ça. Jamais je fais un truc comme ça, jamais, c'est pas possible. Je me suis trompé ou c'est pas possible. L'infirmier pris de court joue les victimes. Mais quand l'inspecteur aborde la question de ses remplaçants, cela se complique. 90% des assurés nous ont dit que vous ne passiez jamais samedi, ou s'il y avait un passage, c'était d'une autre personne. Vous aviez un remplaçant ou pas? J'avais des remplaçants, j'ai pas fait des contrats. Si c'est ça que si c'est là où vous voulez en venir, j'ai pas fait de contrat, je savais pas, j'ai pas fait. Des remplaçants non déclarés qui soignent des patients handicapés, mais il y a plus grave. Cette personne, on a recherché si elle avait les diplômes d'infirmier. Moi, je l'ai su il y a pas longtemps. Hein. Je l'ai su il y a pas longtemps. Hein. Qu'elle n'avait pas les diplômes? Vous pouvez pas quand même travailler avec quelqu'un? Monsieur, c'est des gens qui m'ont... Attendez, monsieur, c'est des gens qui m'ont remplacé, je veux dire, un samedi ou 2 dans le mois. C'est pas des... Non mais c'est toute l'année. J'ai pas vérifié, j'ai pas... Je fais attention, je fais confiance aux gens et voilà, je les dans le... On est quand même honnête, merde. Après 1 heure d'entretien, l'inspecteur lui présente la facture. On a chiffré le préjudice, qui est très important. Combien? 300 000 €. C'est pas possible, monsieur. Mais si. Je fais un chiffre d'affaires de 200 000 €, comment j'ai pu facturer? Attendez, un peu plus. Quelle année vous prenez? L'année 2008, il est combien votre chiffre d'affaires? Dites-moi. 327 000. Exact. Il parle de 200 000 quand même. Il y a quand même 127 000 de différence. Hein. 300 000 €, monsieur. Comment je vais faire? C'est pas possible. 300 000 €, monsieur. Mais oui, mais c'est une année de travail. Vous me l'avez dit, le chiffre que je fais, monsieur Martin. C'est pas possible. C'est vous qui êtes étonné alors que c'est quand même... Mais monsieur Martin, j'arrête. L'infirmier n'y tient plus. Ce chiffre de 300 000 € représente une année de travail. Allez, je vais chercher... Vous voulez pas répondre? Nous avons tenté de lui poser quelques questions, mais il s'esquive. Si la fraude est avérée, il devra tout rembourser. La caisse va récupérer, va déjà engager des procédures et sera amenée à récupérer le préjudice chiffré. Vous allez essayer de récupérer les 300 000 €? Bien sûr. Si la caisse a subi un préjudice, il n'est pas question que la caisse laisse passer ce préjudice. Hein. Nous il faudra qu'il trouve une solution pour nous rembourser. Marie-Aimée Gaspari est vice-procureure du tribunal de Nanterre. À la tête de la section économique et financière, elle est régulièrement en charge d'affaires de fraude. C'est elle qui vient de recevoir la plainte de la CPAM concernant cet infirmier. De manière générale, ce type de fait, donc de fraude à la caisse primaire d'assurance maladie, ces faits revêtent la qualification d'escroquerie, voire faux et usage. Et la peine encourue, la peine d'emprisonnement encourue est une peine de 5 ans d'emprisonnement. 5 ans ferme. 5 ans ferme et éventuellement, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer la profession au cours de laquelle l'infraction a été commise. En 2008, la Sécu a traduit 230 fraudeurs devant les tribunaux, parmi eux des infirmiers mais aussi beaucoup de gérants de sociétés d'ambulance. Lucien Michaud est inspecteur de la Sécu. Cela fait près de 10 ans qu'il mène l'enquête aux 4 coins de la Seine-Saint-Denis. Moi, ce qui me passionne dans mon job, c'est de fouiner dans les dossiers, d'aller jusqu'au bout et de trouver une fraude. C'est ça le plus important. Si on veut, on est un peu la police de la sécurité sociale, hein, un peu comme un inspecteur. Hein, et c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Combien de sociétés ambulancières sur le département? Sur notre département, nous avons, je crois, 147 sociétés d'ambulance. Et il y en a combien qui fraudent? Je dirais bien 30 à 40%. Hein. Lucien Michaud est sur une nouvelle affaire d'ambulancier fraudeur. Et ce n'est pas par hasard qu'il est en planque ici. Il a ce qu'on appelle des indices.
J'ai des gens qui sont gentils. Hein. Je peux pas dire que c'est des indicateurs, je suis pas de la police, alors je veux pas utiliser le mot indicateur, mais il y a des gens sympathiques qui vous renseignent. Hein. Vous avez des règlements de compte qui se font, c'est normal. Hein. Par exemple, des anciens employés de ces sociétés-là, bien, ils sont très contents de participer des fois aussi à notre enquête. Hein. Ce matin, l'enquêteur espère prendre l'ambulancier en flag. Il le soupçonne de facturer à la Sécu le transport fictif d'une personne handicapée jusqu'au cabinet de son kiné. Alors, voyez, l'ambulance arrive. Le renseignement qu'on m'a dit est exact par rapport au transport. Eh bien, on m'avait dit que la personne étant dans un fauteuil roulant, comme le kiné n'est pas loin, il le transportait sur le trottoir. Mais là, je suis un peu étonné, étant donné qu'ils viennent avec le camion carrément dans la cour. Alors, vont-ils le transporter à pied ou avec le camion? Je ne sais pas pour l'instant. Lucien Michaud reste en planque pendant plus d'1 heure. Quand soudain, la fraude se déroule en direct, juste sous ses yeux. J'ai une démonstration que la personne qui m'a donné les renseignements sont exacts. Le transport en ambulance, comme vous voyez, sur le trottoir. C'est ça qui est bon. Combien ça coûte à la Sécurité sociale? Ça coûte 130 € par jour, 3 fois par semaine, vous avez qu'à calculer. Et cette personne-là, c'est depuis 7 ans. Une petite promenade de santé très rentable pour l'ambulancier, mais qui coûte à l'État 20 000 € chaque année. Et ça fait 7 ans que ça dure. C'est une escroquerie à la caisse primaire d'assurance maladie. Hein. Pourquoi est-il transporté sur un trottoir alors que le médecin a fait une prescription médicale en ambulance? 45 minutes plus tard, le malade sort de chez son médecin. Voilà. L'enquêteur en profite pour accumuler les preuves. Bonjour, inspecteur sécurité sociale, monsieur. Ouais. Ben normalement vous êtes transporté en ambulance. Comment que ça se fait que vous êtes sur le trottoir? Alors c'est votre patron qui autorise à faire ça? Ah ouais, mais c'est un drôle de transport hein, quand même, avouez. Quand on utilise un véhicule ambulance, c'est médicalisé. On l'a fait exceptionnellement. Exceptionnellement, ça fait 7 ans que ça dure. Hein. Le patron de la société est convoqué à la caisse de Bobigny. Et ce n'est pas la première fois qu'il est soupçonné de fraude. La plus grosse irrégularité que j'ai vue quand même chez vous, c'est celle encore que j'ai vue ce matin. Je pensais que vous aviez arrêté le transport sous cette forme-là, quoi, je veux dire. Ça nous arrive, mais très rarement, de le faire installer dans le véhicule. C'est par exemple le jour... L'ambulancier encourt 5 ans de prison. Et il devra rembourser l'intégralité des sommes détournées ces 3 dernières années. Je vous dis tout de suite par rapport à la caisse primaire d'assurance maladie, c'est une grosse irrégularité. La Sécu veut ma tête. Non. On veut que le travail des ambulances soit fait comme il est prévu dans la Convention. C'est pour ça que j'ai fait passer... C'est pour ça qu'on fait un contrôle. Vous avez vu qu'on fait des contrôles de plus en plus sur les ambulances. Il n'y a pas que sur les ambulances, sur les professionnels de santé. Hein. Donc, mais bon, c'est vrai que les ambulances... ça déconne souvent. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais vous ne serez pas avec la caisse primaire d'assurance maladie sans avoir quand même une sanction, c'est une obligation. L'ambulancier encourt 5 ans de prison et il devra rembourser l'intégralité des sommes détournées ces 3 dernières années. Merci. Au revoir. Lucien Contour, vous êtes chef de la division de lutte contre le travail illégal à l'URSSAF Île-de-France. Est-ce qu'il y a un profil type du fraudeur? Profil type du fraudeur, je suis pas sûr parce que bon, il y a la fraude aux cotisations, il y a la fraude aux prestations, il y a la fraude au fisc qui n'est pas toujours la même que celle que la fraude aux cotisations sociales, il y a la contrefaçon, donc il est difficile de donner un profil type du fraudeur. En travail dissimulé, effectivement, il y a toujours, c'est une frange, hein, c'est à peu près 10% des entreprises entre guillemets qui sont toujours les mêmes, qui fraudent, les mêmes personnes, qui recréent des entreprises. Je veux pas stigmatiser une profession plutôt qu'une autre, c'est difficile. Hein.
Et la fraude est partout, hein, on l'a vu. Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus touché qu'un autre ? Non, c'est vrai que la fraude est partout. Alors, bien sûr, on a un plan national de lutte contre la fraude avec des activités professionnelles qui sont plus visées. Mais effectivement, on trouve beaucoup de fraude dans ces secteurs-là parce qu'on y va beaucoup. Mais peut-être que des secteurs ne sont pas du tout encore explorés, encore que on va un peu partout. Le bâtiment, la restauration, à Paris, il y a la confection, hein, Paris Couronne. Il y a aussi maintenant les entreprises de sécurité, les entreprises de nettoyage. Mais bon, aucun secteur n'est épargné, hein. Un préjudice considérable, mais qui pèse peu par rapport à d'autres fraudes. Le travail au noir et surtout la fraude fiscale. En France, c'est devenu un sport national. La fraude fiscale, le chiffre de la fraude fiscale est estimé à environ 50 milliards d'euros. Le chiffre de la fraude élargie est certainement beaucoup plus important. Commissariat de Boulogne-Billancourt. Depuis plusieurs semaines, le lieutenant Wiener enquête sur une affaire de fraude. Elle soupçonne une jeune femme d'avoir gagné plus de 100 000 € en vendant des produits sur Internet. Le tout sans jamais rien déclarer. On a fait quelques investigations sur la création du compte, sur l'adresse à laquelle les clients envoyaient les chèques. Sur 15 mois, on a 20 000 ventes. Ça ferait à peu près 100 000 €. 108 000 € sans les frais de port. 20 000 produits vendus en 15 mois. En moyenne, ça fait plus de 40 ventes par jour. Pour l'URSSAF, le volume de cette activité suppose un travail à temps plein. Même pas de salaire. Et au niveau fiscal ? Rien du tout. Aucune déclaration, inconnue. Même pas d'impôt sur le revenu, on déclare absolument rien. Il est sûr qu'il y a des cotisations à la clé pour cette activité qui vont être réclamées. Là, c'est quand même un chiffre qui est important et qui nécessite une activité régulière, constante, pour pouvoir réaliser ce chiffre. Bon, un particulier qui va faire ça de façon anodine, effectivement, on ne va pas y avoir de poursuite. Là, vu l'importance des ventes réalisées, moi, je l'analyse comme du travail dissimulé. L'origine des produits, on ne le connaît pas encore. Non. On sait que c'est pas de la contrefaçon ou des choses comme ça. Ces produits ne sont pas contrefaits. Pourtant, les enquêteurs savent que leur prix de vente est dérisoire. On a un parfum là qui est vendu entre 41,50 € et 42,50 € pour 6 lots. Or, le produit unique vaut environ 90 €. De lourds soupçons pèsent sur une jeune femme. Le lieutenant s'apprête à lui tendre un piège. Elle la convoque sans précision. Oui, allô ? Il faut venir urgemment au commissariat de Boulogne-Billancourt. D'accord. Je vous explique succinctement. Il s'agit d'une affaire concernant un dossier eBay. Vous connaissez eBay ? C'est très urgent. Bon. Je lui ai demandé de venir le plus vite possible. Maintenant, je vais faire les vérifications au niveau de sa localisation. En gros, je vais localiser son téléphone. C'est quand même des produits qui sont présentés. Hein. Ça, c'est pas tout mis en vente. Ah, pourquoi vous les prenez ? Ça vous arrive de prendre vos boîtes de conserve ? Un gros sec, dissimulé. C'est un faux qui a été volé ou un faux fabriqué. Préparé. Et elle fait les découpes, non ? Pas un véhicule qui fait ça. Ça, c'est un mur. Voilà. Quelques heures plus tard, la jeune femme se présente au poste de police. Elle est placée en garde à vue. Elle ne se doute pas qu'elle va y rester près de 48 heures. Pour la police, une course contre la montre s'engage. Il faut récupérer le maximum de preuves. Voilà. À gauche. Les policiers vont perquisitionner le domicile de la jeune femme. Je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça arrive là maintenant.
La police va passer son appartement au peigne fin. Alors, ils sont où ces documents? Dites-moi. L'autre valise aussi. Elle découvre plusieurs valises. Elles contiennent des dizaines de parfums. Les policiers trouvent aussi cette enveloppe. Vous savez ce que c'est? Je sais pas, peut-être. D'accord. Dessus figure le nom du site internet lié à ces ventes. Les Colissimo envoyés, tiens, on a tous les clients. C'est-à-dire que je commence à... Il trouve aussi des liasses de Colissimo. Le contrat d'ouverture du compte est où? Là-bas. Et un listing sur lequel figurent des noms et une série de montants. Alors, on est parti. La clé, tu l'as? Ordinateur portable, des produits cosmétiques, des boîtes d'envoi de colis. Voilà. On va regarder ça. Retour au commissariat de Boulogne-Billancourt. 5 heures après le début de sa garde à vue, les policiers ramènent de nouveaux éléments. Ils vont tenter de recueillir les aveux de la jeune femme. On a fait des investigations qui nous ont permis d'établir qu'un chiffre d'affaires sur 15 mois présentait 108 728 €. Sur 15 mois. Comment ça se fait? Je sais pas. J'ai pas gagné tout cet argent que vous dites, 100 000 €. Il est pas là. J'ai vendu des produits, ça j'ai pas nié. D'accord. Combien? Environ en moyenne. 10, 5. 10 ou 15 comme ça. 10 ou 15? Oui. À peu près par mois. À peu près par mois. Oui, en moyenne. Elle reconnaît faire quelques ventes, à peine 10 ou 15 par mois. Mais on est loin des 1500 ventes mensuelles identifiées par la police. Exactement. J'ai acheté sur un site anglais. Oui, le nom. Mais je m'en souviens pas, ça. Vous venez de l'entendre, là, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire? On a l'impression qu'elle nous mène en bateau. Elle est pas tranquille et ses réponses sont pas très claires. Elle n'a pas de précision. On va lui présenter maintenant les éléments qu'on a dans le dossier pour qu'elle nous explique pourquoi on a ces éléments-là et pourquoi ces éléments ne correspondent pas à ses premières déclarations. La police recense toutes les preuves recueillies. Les Colissimo, les dizaines de parfums et de produits de beauté et ses ordinateurs. Malheureusement, la jeune femme a effacé ses disques durs. Mais les inspecteurs ont une arme secrète. Qu'est-ce que vous faites là? On récupère tout ce qui a pu être effacé sur un ordinateur, tout simplement. C'est-à-dire que tout ce qui peut mettre à la corbeille, tout ça, c'est voilà. toujours... Tout ce qui est effacé, en fait, n'est pas réellement effacé sur un ordi, en fait. Il est toujours présent sur le disque dur. Et avec cette machine, là, vous pouvez récupérer quel pourcentage des données effacées? Quel pourcentage? Tout. C'est une machine infernale, ça. Non, c'est très bien. Et au bout de quelques minutes, voici ce qu'il découvre. Donc sur sa session, dans mes documents, en fait, cosmétiques. Ouais. Fichier qui a été créé. Dans un fichier, une centaine de photographies de parfums de marque. Pour la police, c'est une preuve de plus qui pèse sur la jeune femme. Bon. On va attendre que vous ayez vos lunettes, comme ça vous pourrez regarder. Je vous les montre toutes. Il y a beaucoup de produits en photo quand même. Je vous écoute. Ça, j'ai reçu un fichier de ma soeur pour qu'elle m'aide pour faire mes annonces. C'est bien pour mettre sur Internet. Mais pas tous, j'ai pas mis tous sur Internet. Alors c'est quoi l'Internet des avoirs? C'est pas pour les vendre, c'est quand même des produits qui sont présentés. Ça c'est pas tous mis en vente. Ah, pourquoi vous les prenez? Ça vous arrive de prendre vos boîtes de conserve? D'où proviennent vraiment les marchandises vendues par la jeune femme? Dans l'ordinateur de la prévenue, les policiers n'ont pas trouvé de traces d'achat. Encore moins sur ses relevés de compte. Et ils n'ont aucune facture. Le vice-procureur de Nanterre a piloté toute cette enquête. Pour elle, il y a un détail qui ne trompe pas sur l'origine réelle des biens vendus. On pense que l'origine de ces produits est forcément frauduleuse au regard du prix auquel elle les vend. Les produits doivent être captés à un moment donné, peut-être volés lorsqu'ils sont en transit. Ou
actuellement, nous cherchons à savoir d'où proviennent ces produits. Alors voyez là, dans une boîte, on a trouvé plusieurs Ultra Gloss. Qui sont pas vendables, ça. Non, sont abîmés tous. Non, c'est pas ça. Ces produits sont des produits volés, madame. Non, moi je l'ai acheté. Vous avez acheté des produits volés. Vous voyez, il y a ça. Et ça, c'est forcément l'antivol qui provient d'un magasin, qui était sur tous les produits. J'ai acheté sur un site anglais. Le nom. Mais je m'en souviens pas. La jeune femme n'en dira pas plus. Elle va être déférée devant un juge d'instruction. Si les faits sont établis, elle risque 3 ans de prison pour travail dissimulé. Et si le juge prouve que ces produits ont bien été volés, elle risque jusqu'à 5 ans de prison. Je veux vendre des produits volés, donc je suis reseller, voleur ou reseller. Je vais les mettre en vente sur un site internet ou sur un site eBay à vil prix. On va me les acheter. La personne d'ailleurs qui va les acheter à très vil prix doit savoir qu'elle peut être éventuellement poursuivie pour recel. Donc, oui, Internet, c'est un vecteur d'extension de la fraude qui mobilise notre attention et les internautes qui seraient tentés d'aller faire leur marché par ce biais-là doivent savoir que ça ne sera pas non plus un îlot d'impunité. Roissy, aéroport Charles de Gaulle. C'est par cette zone de fret que transitent tous les colis vendus sur Internet. Chaque jour, des dizaines de milliers de paquets sortent des soutes de ces avions cargo. La mission des douanes, traquer les contrefaçons. Cette année, les douanes françaises ont saisi 7 millions de produits. C'est 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Mais d'où viennent toutes ces contrefaçons? On est sur une majorité de produits qui sont saisis qui sont en provenance de Chine. Ça représente une part très faible de la production industrielle chinoise, mais qui, pour nous, est très importante. Malgré les efforts déployés par les fonctionnaires qui travaillent sur le site de Roissy, de nombreux produits contrefaits passent à travers les mailles du filet. Paris, quartier chinois. Ici, des dizaines de grossistes s'activent chaque jour. Ils alimentent les commerces et les marchés de toute la région. Ce matin, les douanes ont ciblé un grossiste. Il est soupçonné de vendre des produits contrefaits. Vous avez les papiers du magasin? Les papiers Cabis? Oui. Vous montrez tout ça, s'il vous plaît? Oui. Chez ce grossiste, les douaniers découvrent des milliers de produits. Sous le regard perplexe du commerçant, ils inspectent tout le magasin. Mais ce qui les intéresse, ce sont les contrefaçons de produits de luxe, plus faciles à identifier. Et c'est le cas de ces montres. Pour les montres. Les factures. C'est où? Au comptable? Ouais, c'est ce qu'ils nous disent tous. Mais la spécialité de ce grossiste, c'est plutôt l'électronique. Comme ce baladeur MP3, copie conforme de l'iPod. Une grande marque. Voilà. Le mini iPod. Il y a un fort soupçon de contrefaçon là, pareil. Un consommateur qui peut avoir l'impression d'acheter un produit de grande marque et qui finalement achète un produit bas de gamme. C'est illégal, ça. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout. Il entrepose aussi des dizaines de consoles de jeux. Un jeu électronique qui fait très fortement penser à un autre jeu bien connu. La contrefaçon? A priori, oui. On retrouve un peu les signes distinctifs. Là, toujours pareil, il y a toujours le risque de tromperie du consommateur. Achète un produit qui est assez bas de gamme. Dans le commerce, ce baladeur MP3 et cette console de jeu coûtent près de 200 €. Chez ce grossiste, ce n'est pas le même prix. Ça, vous le vendez combien? C'est combien ça? C'est combien? 20 €. 20 €? Un seul? D'accord. Et ça? C'est à 4 €. 4 €? D'accord. Merci. 20 € et 4 €. Pour les douanes, aucun doute possible sur l'origine de ces produits. 160 €, 180 €. 4 €. Il n'y a pas photo, on montre ça à un gamin, tout de suite il va sauter dessus, PSP, je veux. Oui. C'est pénible quoi. Tout ce qu'on nous on estime être de la contrefaçon, Ouais. on va le soumettre à l'expertise.
Après 2 heures de fouille, les douaniers saisissent tous les produits douteux. Une centaine de consoles et de baladeurs, mais aussi des piles, des montres et des ceintures. Ils seront tous expertisés. Le grossiste observe sans rien dire les fonctionnaires vider son magasin. Il sera entendu plus tard. Il ignore qu'il encourt 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Pour les douanes, il faut maintenant identifier le fournisseur de ce grossiste pour stopper ce trafic. Là, les douanes auront l'information que cette personne-là est susceptible d'importer des marchandises et qu'il faut donc faire attention. Les produits qui ont été, qui sont devant nous, de toute façon, s'il s'agit de contrefaçon, seront détruits. Donc là, sur ce stock-là, on n'a plus de problème. Si d'autres conteneurs arrivent, eh ben, clairement, ils seront stoppés avant même d'être mis sur le marché. Marché de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Pendant que les vendeurs attendent tranquillement leurs clients, la police prépare une opération coup de poing. Objectif, lutter contre la fraude sous toutes ses formes. Et pour ça, ils ont mis les gros moyens. 50 fonctionnaires réunis au sein d'une nouvelle organisation, le CLULF. Un CLULF, c'est un comité local unique de lutte contre la fraude. C'est-à-dire qu'on a voulu rassembler au sein de ces comités locaux uniques toutes les administrations qui, de leur côté, luttaient contre la fraude aux finances publiques. Dans ce groupe, des gendarmes, des policiers, des CRS, mais aussi des douaniers, des inspecteurs de l'URSSAF. L'intérêt, c'est qu'on échange des informations et on détermine des cibles. Et le marché de Gennevilliers, par exemple, en est une, puisque sur les marchés, on peut suspecter la contrefaçon, le travail dissimulé, la fraude fiscale. Donc on décline toutes les sortes de fraudes pour lutter plus efficacement contre les fraudeurs. Au programme aujourd'hui, la traque des contrefaçons et même la recherche de stupéfiants. Mais la priorité du jour, c'est la lutte contre le travail dissimulé. Les policiers soupçonnent certains commerçants d'embaucher des vendeurs sans aucun contrat de travail, donc sans payer de charges. C'est fermé, ne vous inquiétez pas, c'est la police. Ne vous inquiétez pas, c'est fermé, le stand est fermé. Les policiers passent le marché au peigne fin. Et en moins d'1 heure, l'opération porte ses fruits. Ce monsieur est interpellé pourquoi pour infraction à la législation sur les étrangers et travail dissimulé. Donc on a au moins une dizaine d'interpellations, après plusieurs contrôles de l'URSSAF qui ont donné lieu à la constatation de travail dissimulé par dissimulation de salariés ou dissimulation d'activité. Donc c'est-à-dire des gens qui travaillent mais qui en même temps ne déclarent pas à l'URSSAF depuis, alors il y en a un 6 ou 7 mois déjà. Sur l'un des stands, les policiers contrôlent un vendeur pakistanais. Ils découvrent sur lui des fiches de paye suspectes. Cette fiche de paye est une fausse parce que le monsieur n'est pas déclaré au niveau de l'URSSAF et tous les organismes. Voilà, donc là il y a du travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié. Donc c'est le monsieur qu'on... Voilà, c'est le monsieur qui est là, qui est en situation régulière mais qui n'est pas déclaré. Faut pas lui dire que son patron, lui pour lui, il est employé officiellement, donc il ne sait pas. Non, pas du tout. Mais on lui dira quand il sera auditionné tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Mais oui. Vous travaillez depuis quand pour votre employeur? Mois de mars. Mois de mars, oui, j'ai commencé. Vous payez combien? C'est marqué dans la FTP 600. Ok, très bien. On va vous entendre au commissariat, monsieur? D'accord. Les policiers flairent la grosse affaire. Ils convoquent également le patron du salarié interpellé. L'homme est pakistanais et possède une entreprise de vente de vêtements sur différents marchés. Monsieur, il a des papiers pour travailler? Il a une carte d'identité française? Oui. Il a des fiches de paye? Oui. D'accord. Que vous lui avez faites? Oui. Bon, le problème, monsieur, c'est que l'URSSAF, oui. D'accord, ils sont pas au courant, ils connaissent pas monsieur. Il n'est pas déclaré parce qu'il y a un petit problème, il est là. Vous avez oublié? Si. Lui, ça fait depuis combien de temps qu'il travaille pour vous? 2 mois. Depuis 2 mois? Ouais. Mais lui, il pense qu'il cotise en fait. Oui. Mais il cotise pas du tout, lui, pour sa retraite plus tard. Moi, je vais vous placer en garde à vue, monsieur. Oui. D'accord? Donc, place en garde à vue, peut-être 14h50. Concernant cette affaire, on va faire une perquisition donc à domicile. Donc, comme il est connu pour ça déjà, des faits similaires, enfin escroquerie au chômage notamment, il y a quelques années de ça.
On n'est pas à l'abri de découvrir d'autres faux documents. On va se rendre sur place et puis on verra bien ce qu'on va trouver, quoi. Alors c'est par où? Par là-bas. Le patron habite avec sa famille dans un appartement tranquille en banlieue parisienne. Donc votre père est en garde à vue avec nous, on a besoin de faire une perquisition. Donc c'est pour ça qu'on est venu avec lui ici. Vous avez de la lumière? L'appartement est passé au crible. Les policiers mettent rapidement la main sur la comptabilité. Elle tient dans un simple sac plastique posé au fond d'un placard. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, en fait, il y a un registre d'une société avec du personnel qui correspond à la société pour laquelle il avait déjà été attrapé. Les premiers éléments confirment leurs soupçons. Et ce n'est que le début pour les enquêteurs. Une fiche de paye. Vendeur-chauffeur, à chaque fois. Mais ça ne concerne pas là du tout la société, celle qui nous intéresse. Ah oui, ça n'a rien à voir. J'ai appelé pour savoir. Vous pouvez me faire une recherche sur... C'est maintenant aux inspecteurs de l'URSSAF d'entrer en scène. Regardez le compte employeur, savoir si déjà il y a un compte employeur et à peu près ce qu'il déclare. Taxation pour le 3e trimestre 2008, oui. Donc absence de déclaration sociale. 4e hors mal couvert. Et le 1er trimestre 2009, c'est pas mieux, je parle. Voilà, bah oui. Donc vous n'avez rien déclaré encore sur celle-là. C'est vous le patron. Donc vous avez une deuxième société. Bah voilà. Les policiers découvrent non seulement que l'homme possède une autre entreprise, mais qu'il emploie en tout plus de 60 salariés. Tous croient être embauchés légalement, mais en fait, aucun n'est déclaré à l'URSSAF. L'homme n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. Sa précédente entreprise avait été liquidée pour les mêmes raisons. Qu'on les trouve pas après. C'est fermé là. Liquidation judiciaire, vous avez planté tout le monde. L'État, l'URSSAF, tout le monde, vous n'allez rien payer. Effectivement, c'est liquidé. Donc en fait, il exploite une deuxième entreprise et il doit sûrement en tirer les bénéfices, hein, sinon il ne s'amuserait pas à créer plusieurs sociétés. Et puis en fait, il déclare rien et paye rien. Voilà, tout simplement. Cerise sur le gâteau, malgré des revenus estimés à environ 5 000 € par mois, l'homme ne déclare quasiment aucun salaire. Là, qu'est-ce qu'on a? Salaire, 11 000. Vous ne payez pas d'impôt. L'impôt, vous n'en payez pas, vous. Ouais. Ça, c'est sa déclaration. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'est vite fait. C'est quoi ça, monsieur? Ça, c'est les avis d'imposition personnelle, l'impôt sur le revenu. Et en fait, les revenus qu'il déclare sont très faibles, puisque au final, il n'est pas imposable. Il est en dessous du SMIC, même. Ce qu'il déclare, c'est en dessous du SMIC. Montant estimé du préjudice pour les organismes de l'État, 170 000 €. L'homme a été condamné à 8 mois de prison ferme et une interdiction de gérer définitive. Il a fini par avouer qu'effectivement il payait 20 à 30 € la fiche de paye, la fausse fiche de paye, puisqu'en fait elle n'était pas déclarée. Fausse fiche de paye, faux permis de conduire, fausse quittance de loyer. Aujourd'hui, les faux papiers ne sont plus réservés au grand banditisme. De nombreux escrocs en profitent pour obtenir des prestations sociales ou ouvrir des comptes en banque. C'est un nouveau marché qui n'existait pas il y a quelques années et qui se développe de façon importante. La raison est simple, ça rapporte presque autant que les stupéfiants. Il y a beaucoup moins de risques sur le plan pénal. Les trafiquants de faux papiers risquent au maximum 5 ans de prison. Alors les faussaires sont de plus en plus nombreux. Ok, on arrive, on est au pied là. On arrive avec les cams. Hein. Donc quelqu'un a interpellé ou quoi? La traque de faux papiers, c'est justement le travail du lieutenant Laurette de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Jamais on a fait une affaire comme ça. Depuis 6 semaines, le groupe de lutte contre les faux papiers du lieutenant Laurette est sur les traces d'un important réseau de fabrication de faux papiers. C'est en lien avec des mecs qui tombent pour des affaires de faux documents. Ça fait 1 mois et demi qu'ils cherchent à découvrir où se cache l'atelier clandestin. Et ce matin, bingo, les filatures du chef présumé du réseau ont payé. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il se présentait sur cette place à Clichy. C'est juste là? Juste là, oui, avec une enveloppe à la main. Il est rentré en contact avec 2 clients potentiels. On a procédé au contrôle. Dans l'enveloppe se trouvaient des faux documents portugais falsifiés. Donc interpellation des 2 clients, plus du faussaire. Et là, nous partons en perquisition à l'officine présumée. L'atelier des faussaires est caché dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble tranquille de banlieue parisienne. Assis dans le couloir, Bruno, le chef présumé des faussaires,
celui que les inspecteurs viennent de prendre en flagrant délit de vente de faux papiers. De l'extérieur, rien de suspect. Pour ne pas attirer les regards, les faussaires ont pris soin de fermer tous les volets. Mais à l'intérieur, l'atelier travaillait sans relâche. Alors ce monsieur il s'appelle nationalité brésilienne. Nationalité brésilienne. Brésilienne aussi. Elle était en train de fabriquer des faux papiers avec la planche en bois sur les genoux quand on est rentré. Ça sert à quoi cet appareil là, le gros là? Ça c'est quoi ça? C'est pour faire quoi ça? Oui. Celui-là là. Celui-là c'est quoi? Ah, ça fait... Permis de conduire? Permis de conduire, ouais. L'ordinateur, il y a quoi dedans là? 2 ordinateurs d'ailleurs, sur l'écran on a déjà les schémas des cartes portugaises qui sont faites. Là c'est le permis de conduire en fait, c'est sur ce support là. Et ces permis-là sont valables en France, c'est ça? Bah ils sont valables en France, bah oui c'est de la communauté européenne, hein. Donc c'est un permis européen, il n'y a pas de souci. Avec ces faux papiers de l'Union européenne, n'importe quel étranger peut circuler librement ou ouvrir un compte dans une banque et obtenir des crédits à la consommation. Et visiblement, le business marchait bien. Je suppose que là dans les enveloppes, c'est toutes les commandes qui sont prêtes pour les clients, les différents clients. D'accord. Voilà. Donc là, il y a Antonio, il a commandé. À l'intérieur, il y a déjà la carte qui est prête. Thiago, tout ça, c'est les clients, tout ça. Regarde, là, il y a un début de pack. Hein. Voilà. Il faut que tu le payes, on voit que c'est collé. Vous voyez là, on voit que c'est collé là. C'est du rajout. Hein. Ça c'est fait, après il faut en photocopie. Hein. Et après ils les sortent après sur ordinateur, il y en a des plus ou moins propres. Hein. Là-dedans? Oui. Et voilà. Donc là, on a le timbre sec dissimulé avec l'étau. C'est quoi un timbre sec? C'est une pièce métallique où ils insèrent les fausses cartes, ils pincent et ça fait une trace dans la carte, quoi. Un relief? Un relief, tout à fait. Voilà. Alors on ne sait pas pour l'instant si c'est un faux qui a été volé ou un faux fabriqué. Voilà, donc il y a tout le matériel là. L'atelier n'est pas bien grand, mais les enquêteurs découvrent que le réseau est très bien équipé et surtout très bien organisé. Chacun a un rôle bien précis. Depuis combien de temps vous fabriquez là? À peu près ici. Ouais. 15 jours. 15 jours? Et elle? Oui, minimum 8 jours. 8 jours? C'est du travail d'équipe, on va dire. Je pense que lui, il est plus spécialisé. Elle est plus sur la découpe des pièces. Toi, vous travaillez sur l'ordinateur, c'est ça, vous préparez? Et elle fait les découpes, non? En fait, c'est la première officine qu'on va dire qu'on va faire qui est organisée comme ça, avec plusieurs personnes. Généralement, les faussaires, ils travaillent très rarement en équipe, par peur d'être balancés ou machin. Ils ont quelques rabatteurs avec qui ils travaillent, mais ce sont des intermédiaires. Généralement, les intermédiaires ne connaissent pas le lieu de fabrication, simplement par sécurité, alors que là, a priori, ils travaillent déjà au moins à 3, quoi. Pour les enquêteurs, la pêche est bonne. Reste à analyser tous les documents saisis. Les policiers embarquent les suspects et le matériel. Direction la préfecture de police. Il pèse combien? Dans les 40 kilos, je pense, minimum. Parce qu'il n'y a pas que l'enclume, il y a du matériel qui a été utilisé pour faire des faux avec. Pour les enquêteurs, c'est même une très belle prise. L'ensemble du réseau est démantelé en une seule fois. Alors devant le commissaire, le lieutenant Lorette déballe son butin avec fierté. Toutes les commandes qui sont prêtes à être livrées avec tous les clients, ils étaient en cours de confection, donc il y a une vingtaine d'enveloppes avec des documents prêts à l'intérieur, cartes, tout ça, des codes. C'est en attente de livraison. Voilà, c'est une carte portugaise, qui vient d'être fabriquée. Quel intérêt de falsifier des cartes d'identité étrangères? Des cartes d'identité portugaises, c'est porte ouverte sur toute l'Europe en fait. Pour des ressortissants brésiliens, ils peuvent circuler après dans toute l'Europe librement. Et en plus, carte de séjour. Ça leur permet aussi de trouver un travail, d'ouvrir des comptes en banque, de louer des voitures. Voilà. Pour les prestations sociales, c'est pareil? C'est pareil, la même chose. Jamais personne ne va aller vérifier la validité du titre. De toute façon, s'il est embauché, il va cotiser et en retour, il va toucher des prestations sociales. Mais en plus, il y a une autre chose qui est intéressante là-dessus, c'est toucher les prêts bancaires. Avec des fausses cartes, vous ouvrez des prêts bancaires. Après, c'est facile, vous ne les remboursez pas. Une fois que vous avez l'argent, allez chercher qui? Quelqu'un qui n'existe pas. Une arnaque d'autant plus imparable que les enquêteurs sont surpris par la qualité du travail des faussaires. Des faux quasiment indétectables pour des non-professionnels. N'importe quel policier qui contrôle ça dans la rue, vous voyez, toutes les sécurités sont réunies. Donc. Ils ne vont pas téléphoner au Portugal pour vérifier que le document est bon. Vous voyez aussi que la réaction chimique qui se fait à partir de l'ultraviolet, vous voyez, ce sont quasiment des professionnels, c'est du travail de professionnels.
La qualité de ces documents est exceptionnelle. Et ce document-là, à produire, combien il coûte? À produire, non, ça coûte rien. Ça, c'est du papier quasiment ordinaire. Même la fiole d'encre ne doit pas coûter très cher. Je pense que le coût de revient 5 €. Peut-être un peu plus si on compte les ordinateurs et tout, mais enfin, c'est amorti très très rapidement. Il a vendu combien? Au minimum 500 €, je pense. En tout, les enquêteurs ont saisi près d'une trentaine de faux permis de conduire et de fausses pièces d'identité, ainsi que plusieurs dizaines de fausses fiches de paye. De quoi envoyer les faussaires en prison pour plusieurs années, mais également pour certains escrocs, de quoi réaliser l'arnaque parfaite auprès des organismes de crédit. En 2009, 3 millions de Français ont souscrit une carte passe, c'est-à-dire une carte de crédit délivrée en grande surface. Mais plusieurs milliers de cartes seraient obtenues grâce à des faux papiers. Et quand l'organisme de crédit s'en aperçoit, c'est souvent trop tard. Gennevilliers, 2 hommes viennent d'être interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à acheter du matériel informatique. Ce sont les vigiles du magasin qui ont alerté la police. Dans un magasin, ils se sont fait ouvrir un crédit carte passe en vue de l'achat d'un ordinateur portable. Et le magasin a constaté que l'un des individus avait présenté des documents falsifiés, notamment une fiche de paye falsifiée et un RIB falsifié. Et donc nous, on a été avisés, les 2 individus ont été placés en garde à vue. L'homme qui a tenté d'acheter une carte de crédit avec de faux papiers, c'est lui. Il est inconnu des services de police, mais les policiers eux connaissent bien la combine. D'ailleurs, dans leur jargon, ce type de fraudeur a un nom, le pigeon. Le pigeon, en général, il est peu connu des services de police. Il va être appâté dans un café ou dans un lieu par un individu qui va lui proposer un marché, c'est-à-dire avec ses faux documents d'aller ouvrir un compte et ensuite d'acheter ordinateur portable, téléphone. Et donc le pigeon, sa récompense, ce sera soit une rémunération en espèces, soit il va pouvoir acheter un ordinateur pour lui. Alors c'est pas un pigeon, c'est un complice. Oui, on peut dire que c'est un complice, mais je dis pigeon parce que souvent c'est lui qui va trinquer, c'est lui qui va tout prendre, alors que l'instigateur, on arrive très peu à l'avoir. Justement, cette fois, les policiers pensent tenir le cerveau de l'escroquerie. Il s'agit de cet homme en t-shirt blanc. Il accompagnait l'acheteur dans le magasin, mais il n'y l'est fait. Moi, j'ai accompagné un ami qui voulait faire un financement sur un ordinateur. Il s'est avéré que la famille de France fiche de paye, je n'étais pas au courant. Il vous a dit qu'il était un pigeon. Quelqu'un l'a forcé pour venir faire les trucs, demandez-lui. Monsieur, lui, c'est plus l'instigateur de l'infraction. On ne se connaît même pas, je ne peux pas être l'investigateur. Si j'aurais été l'investigateur, vu avec mon passé, je n'allais même pas m'asseoir, même avec un café. Ah oui, c'est sûr. Pour les enquêteurs, un élément plaide contre lui. Il a déjà été condamné pour des faits similaires. Quelle escroquerie vous avez fait avant? Avant, c'était l'escroquerie au chèque. Et vous avez fait combien de temps de prison pour ça? J'ai fait 30 mois. De prison ferme? 30 mois et j'ai fait 19 mois ferme. C'est trop lourd, donc je ne vais pas venir recommencer. L'homme est déterminé à ne pas retourner en prison. Il maintient qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Seulement, les policiers ont récupéré les images tournées par les caméras de sécurité du magasin. Et ils trouvent que le comportement du suspect n'est pas celui d'un simple client. Donc, soi-disant, lui, c'est celui qui vient juste accompagner le type qui voulait ouvrir le crédit. Mais quand tu regardes, c'est lui qui dirige vers les bureaux. Donc tu as plus l'impression que c'est lui qui mène la danse, quoi. Il le dirige totalement. Sur les images, on le voit même guider son ami jusqu'au guichet des cartes passes. C'est là qu'après les vigiles, justement, ils décident de le contrôler. Et ce n'est pas tout. En fouillant la voiture du suspect, les policiers ont fait une autre découverte. Ce sont les carnets qui ont été découverts lors de la fouille du véhicule. Donc, ils contiennent des informations sur différentes personnes avec des noms, des quittances, des faux bulletins de paie, des pièces d'identité. Ça, c'est les cartes qui sont données lors de l'ouverture d'un crédit. Et ça, c'est le faux permis de conduire. Dans le véhicule, on a retrouvé des cartes bleues, des cartes passes, qui étaient à des noms de personnes différents. Vous pouvez expliquer ? Je ne suis jamais allé m'asseoir pour faire la demande de carte passe. Avant, oui, quand moi, je faisais l'escroquerie avant, tu es obligé de venir t'asseoir pour qu'on te fasse le crédit, mais je ne suis jamais allé.
peux pas savoir de quoi. Les deux hommes seront présentés à un juge. L'instruction est en cours. Ils risquent 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Aujourd'hui, la police démantèle de véritables officines de faux papiers, très dures à déceler. Comment lutter contre ça ? Alors là, bon, l'URSSAF n'est pas habilité en la matière, donc c'est vrai que la police, on entend régulièrement parler par nos partenaires de la police de démantèlement de ces officines. C'est très difficile. Il y a des faux papiers, il y a des papiers qui sont prêtés par des personnes en situation régulière qui prêtent ces papiers à des personnes en situation irrégulière, ce qui fait que quelquefois les personnes en situation régulière sont déclarées. Quand elles sont déclarées plusieurs fois. Donc après, c'est un moyen aussi de les déceler. Parce qu'après, quand ils s'aperçoivent qu'il faut payer, s'ils ont prêté ou loué leurs papiers à une dizaine de personnes, ils sont imposés 10 fois. Mais les fabriques, enfin les officines qui fabriquent des faux papiers sont plus difficiles à déceler. C'est plus un travail de police que de sécurité sociale. Justement, les signalements, la dénonciation, c'est la nouvelle arme à la fois pour la police et pour vous, pour démanteler les réseaux de fraudeurs, voire les plus petits fraudeurs. Ou les plus gros. Nous recevons des signalements, effectivement, des dénonciations, mais bon, on n'est pas dans les années noires quand même. Bon, autrefois, il suffisait de dénoncer pour être condamné. Là, nous sommes obligés, non seulement, d'habiller, ce qu'on appelle habiller un signalement, c'est-à-dire qu'on le compare, ce qui nous est dit dans la dénonciation, avec les éléments déclaratifs à l'URSSAF, ce que nous avons enregistré pour l'entreprise dénoncée, par exemple. Ensuite, nous rendons sur place, nous constatons le délit. Et c'est ça qui fait foi, c'est-à-dire qu'il faut que nous constations le délit pour ensuite dresser un procès-verbal qui sera envoyé au procureur de la République. Vous voyez, il y a quand même des filtres, la dénonciation ne suffit pas. Automne 2005, des jeunes des quartiers sensibles expriment leur colère en brûlant des centaines de véhicules. Aujourd'hui, le calme est revenu dans ces quartiers, mais les incendies, eux, continuent. Car le phénomène a donné des idées à des fraudeurs d'un genre nouveau. La fraude, ça touche à 75% l'automobile en France. Et notamment, on peut parler des petits problèmes que l'on rencontre, d'essayer de faire passer un ancien sinistre sur un nouveau, mais tout ça est assez facilement détectable. Et lorsqu'il y a des phénomènes de société dans les banlieues comme c'est arrivé, il y a beaucoup de gens qui profitent aussi pour brûler la leur eux-mêmes et toucher l'assurance. Halim Benzaït est enquêteur pour les assurances. Son travail, traquer les fraudeurs. Et aujourd'hui, il doit justement inspecter cette voiture incendiée en banlieue parisienne. Pour lui, dès le premier coup d'œil, pas de doute, ce ne sont pas des délinquants qui ont brûlé le véhicule. Donc voilà un cas typique d'incendie volontaire. Véhicule brûlé à l'essence, éloigné des habitations et des autres véhicules. Voilà, donc ça c'est pas un véhicule volé par des voyous ou quoi que ce soit, c'est tout simplement un véhicule brûlé à l'essence, pas loin de chez l'assuré. Ça arrive souvent comme ça, des incendies volontaires de véhicules? C'est fréquent, très fréquent, ouais. Surtout dans ce coin. Moi par semaine, j'en fais 3-4. Plus d'une voiture sur 2 est brûlée volontairement. Et à chaque fois, l'assurance rembourse? Ils sont obligés de rembourser, ils n'ont pas de preuves. Personne n'a vu l'assuré brûler sa voiture, il n'y a pas de... Ils peuvent rien faire. Une voiture comme celle-là, elle est remboursée combien à peu près? Entre 500 et 1500 euros. 1500 euros pour cette épave, c'est incroyable. C'est ce qu'elle valait avant d'être brûlée. Il y a des voitures de luxe qui sont parfois brûlées? Quelques-unes. Souvent, c'est des BMW toutes neuves, des Mercedes aussi. Et pourquoi celles-là, elles sont brûlées? C'est le client n'arrive pas à la vendre, ou il n'a plus d'argent, ou il n'arrive plus à l'assumer, donc il la brûle. Il sait qu'il pourra récupérer son argent. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il suffit de parcourir la rue principale de ce quartier. Tous les 20 mètres, des traces de bitume calciné. Donc là, je suis garé en plein dedans. Là, c'est un véhicule qui a brûlé. Ah ouais, ça c'est des véhicules brûlés. Ouais. Voilà encore un emplacement là-bas. Apparemment, ça brûle souvent ici. Là, il y en a un qui a dû brûler il y a une semaine, pas plus. C'est tout frais.
Regardez le pauvre arbre. Victime de l'incendie. Vous connaissez bien ce quartier? Ah ouais, je connaissais bien, ouais. Bah, je connais toujours. Bah, des fois, je passe, c'est en train de flamber. Et je me dis, ben ça, c'est du boulot pour le lendemain. Chaque jour, pas moins de 60 voitures sont brûlées. En France, la fraude à l'assurance est devenue un nouveau sport national. Mais au final, ce ne sont pas forcément les assureurs qui en paient le prix. La fraude avérée auprès de toutes les compagnies d'assurance, c'est plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Ça coûte cher, mais ça coûte cher à tous les autres assurés, et notamment à ceux qui n'ont pas fraudé. Pour les voitures, la fraude la plus fréquente est la fausse déclaration d'accident. C'est justement l'enquête sur laquelle travaille désormais Halim. Donc j'ai vu un véhicule complètement détruit. Voilà, on va aller le revoir car les circonstances sont douteuses. La voiture attend notre expert chez un garagiste. Le véhicule est sérieusement endommagé, mais l'assurance ne jouera que si Halim Betzaït estime que les dégâts sont compatibles avec la déclaration de l'assuré. Et visiblement, il a des doutes. C'est quoi le problème avec cette voiture? Donc là, cette personne aurait eu un choc arrière. Quelqu'un lui serait rentré dedans. Il l'aurait projeté sur la rambarde de sécurité. Donc premier problème, c'est que le choc arrière n'est pas flagrant. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas de choc à l'arrière? Le pare-choc n'est pas déformé, il n'y a pas de trace de choc. Derrière, la traverse est en place. Ce qu'on peut voir à l'arrière, c'est ça. Ça, c'est pas un véhicule qui fait ça. Les rayures fines, ça c'est un mur. Voilà, les traces typiques d'un mur. Donc le constat n'est pas valable. Ça veut dire que c'est des dégradations volontaires, tout ça? Non, 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 c'est que la personne qui conduisait ce véhicule a dû perdre le contrôle. Et se prendre un mur, ou donc a été remorqué, donc il devait être assuré au tiers, donc il perdait sa voiture. Donc ce qu'il a fait, il a essayé de trouver un constat. Il s'est démerdé pour trouver un constat. Comment ça, trouver un constat? Il a acheté un constat? Ah bah il a acheté un constat, ouais. Ça arrive souvent, ça, quoi? Après, tous les faux constats, quand une personne se met responsable sur un sinistre, il faut qu'elle ait quelque chose en retour. Ça se monnaie. Voilà, ça se monnaie. Donc certaines personnes vendent leur responsabilité dans un sinistre contre de l'argent. C'était soit ça, soit perdre son véhicule. Et dans ce cas précis, l'assuré risque bien de perdre à la fois de l'argent et son véhicule. Mais il pourrait perdre encore plus gros. L'assuré qui fraude, malheureusement pour lui, s'il est découvert, ça peut lui coûter très cher. Parce que le contrat peut être résilié, la garantie est suspendue, bien évidemment. Il est inscrit sur une liste nationale, ce que les gens ne savent pas, des fraudeurs. Et tous les assureurs peuvent consulter cette liste. Si par exemple ils déclarent un autre sinistre, comme on aura cette information qu'ils ont déjà essayé de faire une fausse déclaration, forcément on les vérifiera, il y aura un contrôle qui sera beaucoup plus important. Et puis enfin, et ça c'est vraiment notre politique, lorsqu'il y a des fraudes, des escroqueries plus importantes, eh bien nous renvoyons ces fraudeurs devant les tribunaux. Paris, 18e arrondissement. 3200 établissements de débit de boissons par jour, ce sont des milliers de transactions en espèces. Le cash circule allègrement sur le Zin, et du cash au black, il n'y a souvent qu'un pas. Pas toujours facile de résister, Julien, ancien garçon de café, a voulu devenir son propre patron, sans être très regardant sur les méthodes. En fait, j'étais serveur dans une brasserie. Il y avait des clients donc, le midi qui venaient manger assez régulièrement, comme des habitués. Et un jour, il y en a un d'eux qui me demande si j'étais intéressé par une gérance. Si j'aimerais avoir ma chance. Donc effectivement, je dis que oui. Et donc je prends rendez-vous avec cette personne qui m'a proposé de me mettre en contact avec des patrons de bistrot. C'est décidé, Julien va prendre une brasserie en gérance, le loyer est de 8 000 € mensuels. Mais pour décrocher le bail, il doit verser une somme et celle-ci doit être entièrement versée en liquide. Il me parle qu'il y a une partie déclarée et une partie pas déclarée, que ça se faisait dans toutes les brasseries et que ça se faisait dans la restauration de toute façon. La remise de la somme du bail se fait secrètement dans la cave du café. Sont présents Julien, les propriétaires et un témoin convoqué par leurs soins.
Je verse 27 500 € au départ, en espèces, à la cave, le jour de l'état des lieux d'entrée. Et je lui dis, bah, écoutez, je vous donnerai 3 000 € par mois parce que pour l'instant, j'ai pu récupérer que 27 500 €. Comme j'avais pas versé la totalité du black, de l'espèce, ils m'ont demandé un chèque du montant que je leur devais pour aller jusqu'à 36 000 € et pour leur garantir que je les paierais. Julien tient le bar pendant 10 mois, mais très vite, il se rend compte que ses recettes ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas à la hauteur de ce que les propriétaires lui avaient promis. Il décide alors de rendre la gérance, nous l'avons équipé d'une caméra cachée, et vous allez le voir, l'opération se fait rapidement. Les propriétaires lui font même cadeau d'une partie de la somme qu'il avait réglée en chèque. Impossible pour eux de l'encaisser. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'argent que vous n'aviez pas. Que je vous avance. Le quoi? Le black. Le black que je vous ai donné? Vous l'aviez pas. C'est pas bien ça. C'était quoi ça, cette histoire? Le black, vous ne me donnez pas les chèques, moi je les encaisse. Et je fais quoi? Les chèques de caution. Ah, les chèques de caution pour le... Vous les réclamez pas? C'était les chèques de caution pour le black, madame. C'est ça? Hein? Ok. Donc sur les 36, en fait, moi je vous ai donné 32 en tout. C'est ça, on est d'accord. Bah ouais, mais heureusement que vous me les redonnez parce que j'y pensais plus à cette histoire de black, moi, en fait. Bah ouais. C'est vrai. En plus. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Donc vous nous avez fait cadeau des 4 000 sur les 36 000 alors, c'est ça? À peine quelques heures plus tard, au moment de l'état des lieux de sortie, Julien croise le futur gérant et apparemment, lui aussi a payé une somme en liquide pour obtenir le bar. Tu l'as donné 36 000 aussi? Tu l'as donné 36 000 aussi? C'était fait quand vous avez fait la pré-signature de contrat, vous l'avez fait quand ça? Tu lui as donné les 36 000 d'avance de black? Et t'arrives pas à prendre le faire? Les 36 000 € de black? Tu lui as pas tout donné? Tu lui as donné combien là? La moitié, 18? Nous avons essayé de joindre le propriétaire pour obtenir des explications sur ces pratiques. Oui, monsieur. Bah, je fais un sujet sur les reprises de café et puis on a eu quelques témoignages qui nous expliquent un peu le système et je voulais savoir ce que vous en pensiez, quoi. Non, mais ça m'intéresse pas, monsieur. Pour quelle raison? Parce que ça m'intéresse pas de parler des cafés en public. Donc, pourquoi, vous avez quelque chose à cacher? Oh, absolument pas. Parce que nous, d'après ce qu'on a compris, il y a beaucoup d'argent qui circule au noir. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Quand vous demandez aux gens 36 000 € au black avant de reprendre votre affaire, c'est pas vrai? Ça reste à prouver encore. D'accord. Et si on a toutes les preuves? Pardon? Si on a toutes les preuves? Eh ben, allez-y alors. Bon, je vous laisse, monsieur. Au revoir. Le propriétaire ne reconnaît pas avoir perçu les sommes versées pour la gérance de son établissement. Pourtant, en caméra cachée, la femme du nouveau gérant reconnaît à demi-mot ces pratiques. Est-ce que vous aussi, vous en demandez des sommes faramineuses quand vous êtes installé ici? Bah, moi, pour l'instant, je tiens mon affaire. J'ai pas envie d'avoir de bordel. Ça se passe comme ça se passe. Donc, je vais pas commencer à me lancer dans des embrouilles. En tout cas, vous avez de l'expérience, vous avez déjà travaillé dans d'autres cafés, vous avez déjà pris d'autres affaires. Et c'était toujours la même donne? Toujours les mêmes conditions de reprise? C'est toujours comme ça. C'est pas nouveau. Dans tous les autres cafés, c'est le même système? C'est le même système, c'est partout pareil. Après, il y a de l'abus ou un peu plus que d'autres, mais c'est la même. Julien découvre aussi le business mis en place par les brasseurs. Ils acceptent de le livrer en boisson avant le paiement, mais il doit exclusivement se fournir chez eux. Et évidemment, les tarifs sont plus élevés qu'ailleurs. Un contrat d'exclusivité comme quoi il fallait absolument qu'on prenne nos boissons chez... Enfin, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on se serve les boissons chez eux. Nous nous sommes rendus avec Julien chez un grossiste indépendant pour vérifier ses dires. Il va s'intéresser à l'une des boissons les plus vendues, la bière. C'est bien ça? Ici, le fût de 50 litres de bière est à 57,15 €. 50 litres, 57,15 €, 470 €. La même quantité de bière vendue par les brasseurs était facturée à Julien 170 €, soit plus du triple.
Autre exemple, l'eau gazeuse. Chez ce grossiste, elle est vendue 9 €, les 20 bouteilles. 9 €, 20 €, d'accord. Donc 11 € de différence, quoi. 11 € de différence. L'histoire de Julien ressemble à celle de beaucoup d'autres. La mise en gérance de certains bars semble être parfois une escroquerie organisée. Ce qui est frappant dans ce cas, c'est qu'il y a manifestement un réseau de complicité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez classique, c'est que non seulement il y a le dessous de table, mais derrière, on rend la personne dépendante d'un système local, économique, qui procède à des facturations discutables, on va dire, en tout cas au vu de ce qui est connu. Et donc ça rend la personne dépendante. Bon, clairement, c'est le syndrome de celui qui se fait tondre par un réseau de complices. Alors, ce schéma de fraude est relativement classique. Il est assez rapide à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin d'une grande ingénierie financière. Il suffit de quelques personnes qui s'entendent sur le dos d'un autre. Et puis ça se met en œuvre. C'est séculaire. Malheureusement, c'est appelé à durer tant qu'il n'y a pas certains coups de semonce qui seront donnés pour briser la chaîne de fraude. Black, dessous de table, surfacturation, jusqu'à quand ces méthodes douteuses continueront-elles? Cette fraude, elle est quotidienne. Comment lutter contre ? Cette fraude est quotidienne. Il faut être très à l'affût de toutes les nouvelles méthodes de fraude, parce que il faut savoir que les fraudeurs, pour les fraudeurs, l'imagination est au pouvoir. Donc, ils sont déjà à l'affût quand les nouveaux textes sont même en préparation, en discussion à l'Assemblée, par exemple. Ils s'adaptent très très vite, et c'est à nous de nous adapter aux nouvelles fraudes. On mutualise beaucoup, c'est-à-dire qu'un inspecteur du bout de la France qui rencontre une nouvelle méthode de fraude, nous la répercute sur l'ensemble des URSSAF, et la DNLF, la délégation de lutte contre la fraude, est là justement pour capitaliser et mutualiser tous les efforts, toutes les nouvelles façons d'appréhender la fraude. On peut chiffrer le nombre d'affaires de fraude que vous traitez par mois ? Oui, effectivement. On tient des statistiques. On est actuellement à peu près pour l'URSSAF d'Île-de-France, de Paris, région parisienne, à peu près 150 à 200 contrôles par mois. Alors, le chiffrage des cotisations correspondantes, par exemple, pour l'année dernière, correspond à 54 millions d'euros, mais qui correspond au contrôle, c'est-à-dire à la verbalisation, et à l'exploitation des PV qui nous viennent de l'inspection du travail, par exemple. À l'heure du tout informatique et d'Internet, les pratiques frauduleuses remettent en cause la sécurité, la sûreté des biens et des personnes. Lutter contre la fraude est désormais un défi majeur au niveau mondial. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.